Éric de Couty, bonjour. Bonjour Christophe. Et bienvenue, vous êtes journaliste, vous avez été journaliste à Marianne notamment, vous êtes journaliste à Franc-Tireur, qui m'est cher, et vous êtes l'auteur de La femme de pouvoir. C'est publié aux éditions Liana Lévy. Alors, cette femme, a-t-elle existé ? Absolument. Absolument. La rouquine, de son vrai nom, Kajila Goldfarb, qui est un personnage extrêmement important à partir des années 60, début des années 60, jusque dans les années 2000. Et c'est un personnage qui est très peu connu, en fait. Et pourquoi est-ce qu'il a été puissant ? Alors, c'est une mère maquerelle. Il y avait un policier, qui m'a dit, quand j'ai travaillé sur ce sujet, qui m'a dit, vous savez, il y avait deux mères maquerelles dans les années 70 qui étaient importantes. Il y avait Madame Claude. Tout le monde connaît Madame Claude, c'était la plus connue, et la rouquine était la plus puissante. Et c'est ce personnage, à l'origine de ce personnage, que j'ai voulu faire revivre à travers cette fiction, et la puissance de ce personnage, comment elle avait construit cette puissance. Mais avant de régner sur le pari de la prostitution, elle avait un passé. C'est son passé. En fait, tout se construit, toute sa puissance, tout son pouvoir dans le milieu politique et policier, bâti sur la prostitution, il a une origine, et cette origine, elle remonte à 1943. Alors, pour son histoire, c'est assez simple et complexe. C'est une gamine d'immigrés polonais, qui s'installe rue des immeubles industriels, là où un certain nombre de membres de la communauté juive se réunissaient, et elle va grandir ici, et la guerre va la surprendre, et elle va avoir un comportement qui va être assez trouble par rapport à ses amis d'enfance. Elle a à peu près 17-18 ans en 43. Son père disparaît dans les camps. Sa mère disparaît dans les camps, son frère disparaît dans les camps, et elle, on va le savoir, on va le découvrir au fil du temps, elle va nouer des relations avec des gens des renseignements généraux de la police secrète française. De Vichy, donc. De Vichy. Et ça se passe à Puteaux, et elle va être à l'origine des dénonciations des jeunes de la Moye en mars 43, qui vont ensuite aboutir à l'arrestation des membres de la Fiche Rouge. Et c'est cette dénonciation qui est avérée, parce que je me suis fondé sur les documents qui sont indiscutables, des documents policiers, où elle a été à l'origine de ces dénonciations. Et parmi ce groupe des jeunes Moy de cette époque-là, il y avait notamment Henri Krasuki. Et elle, ou les policiers ? Jamais de procès, jamais de punition. Jamais. Elle a réussi à avoir... Il y a eu des tentatives de poursuite à partir de 1950, et pas du tout. Elle bénéficie d'une protection policière et ensuite politique qui est absolument considérable. Et l'amnistie parce qu'elle était mineure ? Et l'amnistie parce qu'elle était mineure qui va intervenir. Et ensuite, il y a eu des tentatives de poursuite publique, si ça n'est pas tout à fait judiciaire. Et elle a bénéficié d'une protection absolue par un réseau policier de très très haut niveau, par un réseau politique, et aussi par un personnage qui est extrêmement influent au fil du temps, qui est son avocat, qui a toujours été son avocat jusqu'à la fin de sa vie, qui s'appelle Roland Dumas. Alors, on va replonger dans ce début des années 70. La prostitution, aujourd'hui, c'est Internet. À l'époque, c'était justement ces maisons de passe, ces claques. Mais c'est là aussi où se rencontraient les politiques, les policiers, dans un mélange de corruption et aussi d'informateurs. Alors moi, c'est ce qui m'a intéressé dans cette période-là. C'était cette période de la fin des années 60, début des années 70, où on a un mélange de genres assez incroyable. On a la prostitution, la politique à un haut niveau, et la police et le grand banditisme. Et il y a des endroits, alors on parle de claques, il y a les bobinards, mais il y a des maisons de prostitution. La prostitution est interdite depuis Marthe Richard, mais ce sont des bordels de haut niveau. Il y a ceux de Madame Claude, c'est pas tout à fait des bordels, il y a quelques maisons closes, et il y a celle notamment de la rouquine, Kajila Goldfarb, qui elle est 10 bis rue du Débarcadère, à côté de la Porte Maillot, qui est un lieu où vont se nouer ici des intrigues considérables, mêlant, vous l'avez dit, politique, police de très haut niveau, pas que la brigade mondaine qui s'occupe de la prostitution, et aussi le grand banditisme. Alors, il y a aussi en fond de votre roman l'affaire Markovitch, donc une cabale contre le couple Pompidou, notamment pour salir sa femme sur fond de partie fine. Vous avez la conviction aujourd'hui que c'était un montage téléguidé par les gaullistes anti-Pompidou ? C'est un montage, il n'y a pas de doute sur le fait que ce soit un montage. Il n'y a absolument aucun doute, c'est un montage. Il y a eu des montages photos, et c'est un montage qui s'est fait un peu par hasard et sur lesquels les anti-Pompidou, les vieux gaullistes en fait, qui ne voulaient pas voir de Pompidou arriver au pouvoir, c'était le symbole d'un technocrate, comme on dirait aujourd'hui, eh bien, ils vont se saisir de cette affaire pour l'instrumentaliser. Mais ce qui est intéressant dans l'affaire Markovitch, qu'on en parle aujourd'hui comme si c'était une affaire qui avait fait un ramdam considérable dans l'espace public, pas du tout.
Pas du tout. L'affaire Markovitch, dans cette manipulation, elle n'est sue que par une poignée d'initiés. Le grand public ignore tout, parce que c'est une période, et ça c'est intéressant, c'est une période où il y a une omerta, il y a une absence de transparence absolue. Le grand public ne va être au courant de l'affaire Markovitch que des années plus tard. Certes, il est au courant qu'il y a eu un homme qui a été tué, le garde du corps d'Alain Delon, mais la dimension souterraine et politique de manipulation, il en ignore tout. L'un des aspects de la dimension, c'est la vengeance, la volonté de vengeance de Pompidou quand il arrive au pouvoir. Alors, tout est là. C'est-à-dire que lorsque Pompidou, il y a cette instrumentalisation de l'affaire Markovitch qui va durer quelques mois, et à partir de là, Pompidou va être habité avec ce fameux petit carnet noir qui n'est pas une légende dont je me sers dans le roman, où il a noté tous les noms de ceux qui ont participé à ce qu'il appelle un complot. Et il ne va avoir de cesse tout au long de son existence, qui va être assez courte puisqu'il meurt en 1974, de se venger de ces gens-là. Le pouvoir politique à l'époque, un gaullisme un peu finissant, a une obsession. C'est la crainte d'un coup d'État communiste. Alors, fantasme ou réalité ? Alors, ça, c'est absolument fascinant. Lorsque je me suis plongé dans cette affaire, je ne la connaissais que mal, en fait. J'ai découvert l'obsession du pouvoir, de la conviction qu'il y avait d'une révolution bolchevique en préparation, instrumentalisée par Moscou. La DST, les anciens services secrets, on l'appelle la DCRI aujourd'hui, la DST rue des Saussets, elle est l'ensemble de l'immeuble est divisé en bureaux chargés de traquer les espions venant qui de Hongrie, qui de Yougoslavie, et tout est divisé autour de cette obsession communiste. C'est pas seulement l'héritage de 1968, parce que les groupes gauchistes qui sont là et qui vont faire en fait que le pouvoir politique va échapper, en tous les cas, il va ignorer d'une certaine façon la montée des groupes gauchistes qui vont faire du terrorisme à la fin des années 70. Et il est convaincu qu'il y a un complot communiste. Alors c'est une réalité, mais c'est une réalité politique, mais c'est un fantasme, parce qu'en fait, on sait aujourd'hui qu'il n'y a absolument pas il y avait absolument pas de tentative et de perspective de complot pouvoir et de révolution communiste. Ça n'empêche pas le pouvoir d'aller jusqu'à créer une unité clandestine. Alors, la SUBAC. La SUBAC. Alors la SUBAC, c'est vrai, la SUBAC, c'est pas une invention de romancier. Il y a eu une espèce d'unité à la DST qui était d'ailleurs pas dans les bureaux de la DST, dans une petite rue dans une rue à côté, et dont il n'y a quasiment aucune archive, tout a disparu. Et cette unité-là, elle est consacrée à la lutte contre le communisme, totalement dédiée à ça, avec tous les moyens sont bons. Des coups tordus. Des coups tordus, des écoutes sauvages, tout est bon. Il y a un homme qui domine tout ça, c'est le ministre de l'Intérieur, c'est Raymond Marcellin. Un autre homme apparaît en filigrane de cette période, un homme de l'ombre, Georges Albertini. Alors, qui était-il ? Alors, Georges Albertini, personnage absolument fascinant. Georges Albertini, il vient avant la guerre de la gauche pacifiste. Comme Marcel Déat. Comme Marcel Déat. Et lorsque la guerre éclate, il va basculer, il va devenir le directeur de cabinet du parti nazi français, l'homme de Marcel Déat. Et lorsque, à la Libération, Déat fuit, s'exile et disparaît. En Italie, il finira ses jours tout à fait tranquillement. Et Albertini, lui ? Albertini reste. Il refuse de partir. D'ailleurs, c'est assez singulier. Il reste dans sa maison près de Barbès. Et dans son appartement, il va être arrêté. Il va faire quelques années, quelques mois de détention, et ça va assez bien se passer. Un procès finalement à peu de frais. Et à partir du début, de la fin des débuts des années 50, milieu des années 50, ça va être le personnage d'une influence absolument considérable. Il va devenir le conseiller des banquiers à la banque Worms, et ensuite le conseiller de Georges Pompidou. Et lorsqu'on le trouve dans la période qui m'intéresse, c'est le conseiller de l'ombre absolu qui va être celui qui bâtit en fait la théorie du complot communiste, et qui va conseiller les gens de la DST et Georges Pompidou, par l'entremise des deux conseillers principaux de Georges Pompidou, c'est-à-dire Madame aidez-moi Christophe à trouver. On retrouvera, mais les deux conseillers très connus, bien sûr. Les deux conseillers de Georges Pompidou, et il va être là, l'homme de l'ombre, jusqu'au bout. Et ce personnage est fascinant parce qu'il est aussi un agent de la CIA.
Et il va participer aux opérations de financement du patronat. C'est un personnage incroyable qui est passé sous les radars et dont l'histoire est singulière. C'était un collaborateur ô combien, le premier conseiller, le directeur de cabinet de Marcel Déat. Voilà. Et Jacques Chirac reprendra le couple de conseillers dont le nom nous échappe, mais qui nous reviendra. Marie-France Garot et Pierre Juillet. Voilà, en s'y mettant à deux, on y arrive. On a l'impression que dans ce Paris-là, police, politique, résistants et collabos, anciens résistants et anciens collabos, cohabitent, se fréquentent, se voient tous les jours. Bien sûr. Ils se fréquentent, ils cohabitent, il y a une espèce de mélange des genres, c'est assez fascinant. Cette période des années 70, début des années 70, elle est assez peu traitée, me semble-t-il, vous me le confirmerez, aussi bien par les livres d'histoire que par la littérature. C'est ça qui m'a intéressé, parce qu'aujourd'hui, ça nous paraît absolument dingue mais le grand banditisme aussi, parce que il y a des gens qui sont issus de la collaboration, qui vont se retrouver dans le grand banditisme à la Libération, et qui vont fréquenter tout ce petit monde-là, et la prostitution, les maisons de prostitution, et mon histoire de la rouquine, et sont finalement des personnalités et des lieux qui vont permettre à tout ce petit monde de se retrouver, mais au vu et au su de quasiment tout le monde. Sans le Canard enchaîné, l'affaire des plombiers, l'affaire des diamants, soit en cette ambiance-là, est-ce que Mitterrand aurait gagné en 1981 ? C'est difficile à dire. Mitterrand, il gagne en fait, il est plus en situation de gagner en 74 qu'en 81. Ça passe très près. En tous les cas, il y a une singularité des années 70. Il y a le gaullisme qui est finissant. Et il va y avoir une espèce d'intermède, de période de transition où va se mettre en place, sur la base de la disparition, en tous les cas de l'extinction du gaullisme, une autre pratique du pouvoir. Et ce qui est intéressant aussi, ça va être l'objet de l'épisode suivant, c'est comment le pouvoir giscardien va bâtir un autre pouvoir. Et là, on va revoir une autre partie de la face cachée de la droite issue de la guerre, qui est beaucoup plus à droite et en fait beaucoup plus trouble que celle issue du gaullisme. C'est plus Albertini, c'est Papon. On va voir. C'est plus Albertini, c'est Papon. C'est aussi une droite très catholique. C'est aussi l'OAS. Donc l'Algérie française. C'est d'autres racines idéologiques. C'est d'autres racines idéologiques beaucoup plus à droite. Aujourd'hui, est-ce que la police est dépolitisée ou est-ce qu'on continue à avoir les mêmes courants souterrains ? Non. Aujourd'hui, pour une raison très simple, ce qu'on disait au début de cet entretien, c'est que aujourd'hui, il y a une transparence qui n'existe pas aujourd'hui. La police est toujours politisée, bien sûr, il y a des courants politiques, on le voit. Mais aujourd'hui, il y a une moralisation des pratiques policières, et il y a une transparence qui fait qu'aujourd'hui, ce que on découvre à travers le roman, à travers cette époque-là, ne pourrait plus exister. Aujourd'hui, il y a d'autres choses, à coup sûr, qui se passent dans les milieux de la police, mais aujourd'hui, cette imbrication de la police, de la politique, de ces milieux interlopes, de la prostitution, du grand banditisme, ça n'est plus possible. Éric de Couty, La femme de pouvoir aux éditions Liana Lévy, un roman très historique et politique, c'est à lire cet été. Merci.